La nuit tombée, je viendrai hanter ton sommeil avec 1000 histoires et au lever du jour, je m'habillerai de rouge pour mon prochain discours. Les énigmes non résolues. Et ça, alors ça, c'est extraordinaire. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Oui, c'est les Ouais, anneaux. Je m'en remets pas. Ouais. Pourtant, L'énigme pour avoir des fait anneaux. beaucoup de montagnes, alors j'ai jamais vu d'anneaux matérialisés. J'en avais entendu parler, mais en se plongeant là-dedans, franchement, je trouve que c'est quelque chose de bizarre. Alors, Oui, c'est très intriguant. est-ce que les montagnes, moi je ne peux pas l'expliquer, mais est-ce que expliquer des anneaux d'amarrage, est-ce que c'était pour amarrer des bateaux? Mais comment expliquer que ces anneaux puissent être, pour certains, à 2000 On ne mètres? sait pas. Alors, est-ce que les eaux recouvraient donc... Moi, je me rappelle de l'histoire quand on a parlé du mont Granier. Oui. Qui s'est éboulé. Et, Oui. Donc, il y avait au XIIIe siècle, 1248, il y a eu une marée. Non, Oui, on a c'était pas parlé de ça, oui, une on a marée parlé d'eau, de oui. ça. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas, hein, parce que c'est possible, hein, dans des temps très Alors, anciens. Il faut savoir mer que qui dans le arrive secteur jusqu'à- du Mont-Granier, il y a la rivière de l'Isère. Est-ce que quand on parle de raz-de-marée, alors ça c'est qu'une supposition, on n'affirme rien, l'éboulement aurait pu entraîner l'eau du torrent, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on parle de raz-de-marée, donc d'où venait cette eau? Ça c'est un gros point d'interrogation, on ne sait pas trop. En tout cas, en ce qui concerne ces anneaux, moi je trouve que là on entre dans une autre dimension. Oui. Parce que ça, la liste qui suit n'est sans doute pas exhaustive. Signalons en outre que de tels anneaux furent retrouvés aussi chez nos voisins suisses et en Alsace. Quand on sait que les 2 tiers du territoire suisse, c'est des montagnes, bon, alors il y a beaucoup de lacs alpins, certes, mais Oui, il y ces en a à peu anneaux près sont, 2000. voilà, ces anneaux ne sont pas forcément au bord de l'eau aujourd'hui. Et même ici, au niveau local, au-dessus de Collonges où ça lève, en 1905, c'est pas si loin que ça, deux boucles étaient visibles au lieu dit Chafarda. D'autres fixées à la grotte d'Archamps. Alors la grotte d'Archamps se situe dans le massif du Salève, en direction de Cruseilles, à la hauteur d'Archamps. Oui. Voilà. À Bellevaux-en-Chablais aussi, la montagne de la Boucle doit probablement son nom à celle qu'on y a retrouvée fixée sur un piton rocheux découvert en 1911. Oui. La montagne de la Boucle, c'est parce qu'on a trouvé un... Voilà, souvent l'origine des noms de montagnes ou de lieux pioche dans une réalité. On ne sait pas toujours l'origine, mais il y a toujours une histoire. Il y a forcément une bride de réalité, en tout cas au niveau de ces anneaux. Quoi. Voilà. Et donc, en fait, les roches de calcaire forment une paroi de 200 mètres là, de hauteur. Oui, alors ça c'est au Voiron. Voiron. Qui auraient été observés. Ouais. Au Voiron. Alors au Voiron, à titre personnel, moi j'ai une période où j'étais passionné par les grottes. Et il y a un gouffre qui s'appelle le gouffre du Partois, qui est un gouffre très profond. C'est une des rares cavités qu'il y a au Voiron, j'en connais pas d'autres en tout cas, qui se trouve côté lac, côté Saint-Sergue, et elle est très profonde. Et je ne me rappelle plus la topographie, géolocalisation, mais il se trouve sous ces falaises. Alors, moi, j'ai pas vu de falaise de 200 mètres par contre, mais il y a une partie de cette montagne qui est très très haute. Alors au versant sud, vous avez le monastère des Petites Sœurs de Bethléem. Au versant nord, vous avez donc cette partie rocheuse, le saut de la Pucelle et tout ça. Voilà. Donc voilà, des anneaux retrouvés au Voiron. Est-ce que le lac aurait atteint un tel niveau à cette époque? On ne sait pas. Ou est-ce que c'était des anneaux d'amarrage pour autre chose que des bateaux? Allez savoir. Puisqu'on se fixe en fait sur les bateaux, mais peut-être y aurait-il eu une autre explication. Maintenant, reste à savoir laquelle. Moi, on ne sait pas, comme autour de Belleville, de Bonneville, pardon, Bonneville, à la pointe d'Andet et sur la montagne du Rairet, à Vougy, lors de l'ouverture de la carrière de Ponchy, une boucle en bronze s'est décellée de son rocher en bronze. Une boucle en bronze. La montagne d'Andet, on est à 1900 mètres, donc ça fait haut. Voilà pourquoi des anneaux à cet endroit. À Maglan aussi. Alors, Maglan, c'est sous la pointe d'Areux, dans les rochers de la pointe d'Areux, que la présente boucle a été signalée. À Meillery, 2 boucles situées à l'entrée du tunnel de chemin de fer étaient encore visibles en 1960.
Oui. Alors Méry, on est plus près du lac, on a quelques mètres au-dessus du lac, mais ça n'explique pas quand même parce que... Là on est dans le Chablais là maintenant. Oui, on est dans le Chablais, donc sur la ligne voie ferrée du Tonkin qui a été fermée. Oui. Donc on est quand même une cinquantaine de mètres au-dessus du lac si on tient compte du dénivelé approximativement. Donc on pourrait peut-être trouver une explication, encore que, est-ce que le lac aurait été plus haut à cette époque? Oui, mais là encore on pourrait. Oui. Ça paraît peu, sachant que sa partie versante à Genève, si on montait de 50 mètres, je veux dire, de toute façon, on ne pouvait pas retenir le niveau du lac. Donc là encore, c'est pas possible. Et puis à Montmain aussi, dont il ne subsiste que les anneaux qui avaient reçu les 2 grosses boucles en fer que des témoins, il y a plusieurs années, ont vu les boucles en fer. Alors, on remonte... Alors là, on revient vers Annecy, là-bas. Oui, on revient vers Annecy. Ces anneaux, apparemment, auraient tous disparu aujourd'hui. Les plus récents, je crois que c'était 1960, quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, ils auraient tous disparu pour des raisons... On ne sait pas trop, peut-être dégradation. Encore une fois, voilà. Peut-être on les a enlevés, on les a trouvés. Et puis, comme la fameuse grotte de Balme, où tout ça a été plus ou moins dégradé. Il y en a une. Il y en a une autre énigme non résolue. Oui. Énorme. Là, c'est autre chose, c'est pas des anneaux là. Ah non, c'est pas des anneaux, mais cette affaire est énorme dans sa proportion et dans le nombre de meurtres qui ont été faits. On parle de 50 meurtres. Et là, on parle de l'affaire Joseph Vacher. Oui. Alors ça, c'est une affaire 50 meurtres, dont 31 viols. Il a été appelé l'éventreur de Berger. Oui, parce que c'était à peu près à la même époque que l'éventreur à Londres. À Londres, donc, 19e siècle, donc 1895. Là, on est beaucoup plus proche. Mais dans la multitude de ces méfaits, cette affaire-là reste incroyable. Et vous verrez qu'à la fin, la condamnation n'est pas à la hauteur de ce qu'il a fait durant sa vie. Donc là, effectivement... Il sévit 2 ans, en fait, entre 1894 ou 1894 et 1898 ou 1898, où il a été condamné à mort. Il a été surnommé le tueur de Berger, donc Berger et bergère, il y avait pas, ou Jacques l'Éventreur du Sud-Est. C'était un sergent de l'armée réformé, un vagabond. Oui. Il en existait beaucoup à cette époque-là, sur les routes de Savoie. Les vagabonds, c'était qui venaient quémander ou demander pitance aux fenêtres des maisons. Donc c'était une chose courante. Chose courante. Alors, c'était l'auteur de l'égorgement d'une vingtaine de femmes et aussi, on a eu aussi des adolescents mutilés puis violés. Oui, parce qu'au-delà du simple meurtre, il sévissait de manière... hors de tout... c'était quelque chose de fou, quoi. Ça aurait été aujourd'hui, je pense qu'il aurait été arrêté tout de suite et condamné. Il ne ressortait pas des barreaux. Il relevait de la psychiatrie. Là, justement, on en va en parler. Il a tué la première fois en Isère. Oui. En 1894-1893, à l'âge de 24 ans. Donc il s'y est pris quand même assez jeune. C'est ainsi que son parcours meurtrier commence pendant 3 ans. Il vagabonde dans les prés, et puis partout en fait, et dans près de 60 départements. À pied. Imaginez aujourd'hui. Donc, avec son chapeau et son baluchon. Beaucoup de crimes ont eu lieu sur son passage, mais faute de preuves et surtout sa mobilité. Il est très mobile. C'est ça qui fait sa force. Impressionnant, c'est qu'il se déplace très vite, à une allure déroutante. Il tue souvent les jeunes bergers et pouvait parcourir 60 km par jour. Imaginez aujourd'hui, avec votre baluchon, faire 60 km par jour. Et lui, il le faisait. C'est ce qui faisait sa force, et c'est pour ça qu'il était difficile à cibler pour pouvoir l'arrêter. Il guette donc des jeunes filles, des garçons isolés, puis il se jette à leur gorge, qu'il serre d'abord, donc il les étrangle, il les égorge ensuite à l'aide d'un couteau, et une fois abattue, la victime subit des mutilations génitales, des éventrations. Donc ce monsieur Vacher viole toujours les cadavres. Ça porte un nom en psychiatrie. C'est de la nécrophilie en fait, et c'est ainsi qu'il laisse sa marque de sadisme
pervers à chacun de ses crimes. En fait, C'est horrible. sa signature. Oui. Ça relève pas d'un comportement normal. Ça Non, pas donc du tout. ça peut être que psychiatrique, en tout cas avec des antécédents pas du tout. Donc voilà. Alors l'enquête est difficile car tout le monde croit voir le tueur de Berger à cette époque. C'est ça, la peur s'empare des territoires très... et on le voit partout. Donc imaginez pour les gendarmes de l'époque, pas facile de pouvoir le oui, parce qu'à rattraper. cette époque, comme tu disais tout à l'heure, on a des milliers de mendiants et beaucoup de gens marchaient sur les routes et ça rendait l'affaire compliquée pour les autorités. Oui, par la métier, les témoignages venaient de partout et j'imagine que la gendarmerie de l'époque ne pouvait pas donner la tête. Ça brouillait en fait plus que ça ne rendait service. Voilà. Bon, il a fini par être arrêté quand même et puis il a été jugé irresponsable parce que psychiatriquement atteint, il souffrait apparemment de crises de paranoïa, d'hallucination. Peut-être de schizophrénie, ce qu'on appelle la schizophrénie maintenant. Sans doute, oui. Donc il a fini par être enfermé dans un asile à Dole, mais il s'en échappa. Et puis il fut rattrapé et reconduit dans un asile à Besançon cette fois. Le 1er avril 1894, 1894, il est relâché de l'hôpital psychiatrique ensuite, le directeur le considérant comme complètement guéri. C'est fou. Oui, c'est fou. Ouais. Donc pourquoi le directeur à lui seul aurait pu juger de son état à remettre dans la société civile? Il y avait des remèdes. Donc c'est étrange. Cet homme-là aurait probablement, en 1894, finir sous l'échafaud. Ben non, il était relâché. Alors on ne nous dit pas si après il aurait repris ses activités. On ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas de tombé dans les oubliettes ensuite. Il a disparu comme tous ces personnages qu'on a évoqués. C'est une histoire folle, en tout cas. Autant de meurtres, viols et puis surtout une cinquantaine quand même, sa énorme, méthode plus que barbare. Ah oui, donc ça c'est franchement ça serait pas possible aujourd'hui en fait. Je pense qu'il n'aurait pas déjà avec les moyens technologiques et modernes, il n'aurait pas pu faire 60 départements. Alors oui, sa mobilité, c'est ce qui lui faisait sa force pour se déplacer. Voilà. Bon, histoire folle. Encore un autre mystère. Histoire folle, complète. La nuit tombée, je viendrai hanter ton sommeil avec 1000 histoires et au lever du jour, je m'habillerai de rouge pour mon prochain discours. Après, il y a une autre histoire. C'est l'histoire, alors c'est étrange, c'est aussi le mar récalcitrant. Moi, elle me fait rire, je la trouve Bornand. drôle. Oui, c'est drôle. Je la trouve drôle, beaucoup plus amusante que la précédente. Et ça fait du bien, je dirais. Mais ce mar récalcitrant du Grand Bornand, c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire Alors, on est en 1857, là. Oui. 3 ans avant l'annexion de la Savoie, donc ça prête à sourire, mais quand même, il y a eu une enquête policière officielle. Oui, puis des innocents qui ont été en prison, qui ont été libérés. Mais malgré... Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, cette histoire, qui s'est passé en fait, c'était le syndic qui avait planté un mât au milieu du village. Après une élection, donc. Après une élection, pour fêter donc sa victoire. Donc ça symbolisait justement la victoire. Et ce mât qui se dressait, qui était fier et fort dressé au milieu de la place, c'était le symbole de la victoire des nouveaux élus. Voilà. Or, un jour de mai, l'année suivante, le mât est retrouvé au sol. Donc la première fois. On accusa donc des villageois, du coup on identifia des suspects, on les mit en prison dans la prison d'Annecy, en fait, comme maintenant mais ça c'est encore après tout ça. C'est encore une longue histoire. C'est une longue histoire. Il était couché, enlevé, remis. Et le même jour, le mât retrouva sa place originelle et fièrement dressé dans son rôle. On finit quand même symbole. au bout de tout un ça s'est répété, mais on finit quand même par accuser quelques malheureux qui ont été en prison, la prison d'Annecy. Mais alors ils étaient en prison, ça s'est reproduit. Alors le mât était au sol encore. Parce qu'il y a eu, avant de les arrêter, il y a eu une enquête rondement menée. Parce que ça commençait à agacer les autorités. Quand même, quand vous avez un mât comme ça, qui est par terre, qui est relevé. C'était un petit peu un pied de nez. Alors on ne sait pas trop, est-ce que c'était pour emmerder peut-être les enfants, ceux qui ont pris possession du pays de Savoie finalement. Donc l'enquête rondement menée, qui ne mena à rien.
les représentants de loi quittèrent le Grand Bornand, puisqu'ils avaient parce que ces 5 délégué suspects qui une étaient enquête, en prison, oui. finalement, comme ça s'est répété, le mât est retombé à terre, ils ont été libérés, forcément. C'est ça qui me fait rire dans cette histoire, c'est que oui, malgré drôle. tout, ça continue. Et il y eut une seconde enquête qui, elle, aboutit. Et donc justement, c'est ce qu'on disait, mena à l'arrestation de 5 suspects, passant rapidement à celle de coupables. Les 5 prévenus furent conduits à la prison d'Annecy. Oui, Hélico presto. Oui, voilà, Sauf que au bien content d'avoir trouvé des suspects. Ouais. Là, il fallait trouver qu'un coupable. Mais le problème, c'est que au matin du 14 novembre, eh ben, les affaires reprennent. Le mât gisait désespérément à côté de son trou. Les coupables d'hier devenaient donc par conséquent les innocents d'aujourd'hui. Ils furent donc tout de suite libérés le jour même. Et puis, au-delà de ça, leur libération, l'accueil que leur firent les habitants, elle était mémorable. Ils reçurent donc du village un accueil exceptionnel et dissuada donc le syndic de poursuivre son bras de fer avec l'ennemi. Donc le mât, il resta à terre. Eh ben oui, en fait. Finalement. Mais c'est très révélateur, c'est intéressant justement ce mât à terre. Alors c'est très symbolique parce que bon, on est quand même pas loin de l'annexion, on va dire, hein, si on peut. Voilà, oui, on est 3 ans avant. L'annexion de la Savoie à la France, alors avec Napoléon. Et donc, on peut peut-être supposer que c'était une espèce de révolte. Peut-être qu'il y avait une volonté de défier l'autorité. Oui, qui était considérée comme une colonisation. En tout cas, la méthode, si c'était ça, la méthode, je la trouve plutôt amusante. Oui, c'est amusant. Elle n'a pas fait de victime, en fait. Oui. Et puis, il y avait une malice de faire chier un petit peu l'autorité publique, probablement. Mais moi, je trouve ça plutôt drôle. Oui, c'est rigolo. En fait, là, on termine sur cette histoire rigolote. Oui, c'est une fin plus plutôt légère. Joyeuse, plus légère que ce qu'on a c'est vu plutôt jusqu'à sympa. présent, oui. Voilà, on a abordé 4 thèmes différents avec plein d'histoires. Juste pour vous dire qu'en fait, en Savoie, on est riche de tas de choses, mais celle-ci méritait peut-être d'être mise un peu en lumière parce que on en parle très peu. On en parle très peu, oui, on parle beaucoup de la richesse, l'or blanc, l'or bleu, oui. Donc au-delà des possédés de Morzine, la vision qu'on a de Morzine aujourd'hui, la vision qu'elle fut au moment de cette histoire à cette époque-là, nous donne une différence. Ça creuse un peu plus davantage ce qui fait l'identité de ce territoire. Alors, chers amis morzinois, ne prenez pas ça pour vous. Évidemment, c'est une histoire pour les possédés de Morzine. C'est une histoire que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais je pense qu'elle est utile aussi à faire découvrir à d'autres qui connaissent. Il doit y en avoir bien d'autres des histoires. Oh, sans doute, sans aucun doute. Donc, c'est le but de cette série d'histoires mystérieuses en Savoie. Je crois qu'on a travaillé un petit peu, on s'est fait plaisir aussi. Oui, on s'est fait plaisir, c'était intéressant de creuser. La recherche était intéressante. C'est plein de rebondissements. On pourrait en raconter encore beaucoup. Alors peut-être... Voire en découvrir d'autres. Plus tard. On ne sait pas. Oui. Ça reste un mystère, justement. Mais de toute façon, je crois qu'il y a de quoi cuisiner le chaudron. Il suffit de rallumer le feu dessus et puis on va pouvoir cuisiner encore plein de choses au-dessous. Voilà. Donc en tout cas, merci. Et, de votre écoute. Merci Virginie. Merci à toi Bruno. J'ai trouvé un truc sympa. C'était très intéressant. Alors on a une autre idée qui trotte. On ne vous la dit pas. Non, mais il y a une ça autre reste idée. dans nos têtes, mais on vous le dira en temps et en heure. Voilà. Merci en tout cas sur CDS TV de nous suivre. Et puis merci aussi à tous ceux qui s'abonnent parce que ça nous aide, ça nous motive. Oui, puis mettez des petits pouces un peu plus. Vous pouvez, vous pouvez, ça coûte rien. Oui. N'hésitez pas, vous pouvez mettre les 10 pouces des doigts si vous voulez. Merci en tout cas pour votre soutien. Sachant qu'on est un média local qui travaille pour l'information de la Savoie, on s'oriente là-dessus, alors sous différentes formes. On est bénévole. On est bénévole, mais... On fait ça par passion. Voilà, on y trouve notre plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.
Taisez-vous! Prochainement sur CDS, des personnages mystérieux vous conteront bien d'autres histoires.